Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Radio 106.8, c'est votre magazine de cinéma pour 35 mm de plus. Ce soir, je suis en compagnie de Pierre Cadar, bonsoir, que je salue, Frédéric Oblin. Bonsoir. Bonjour à toi Fred, et bien sûr Manu qui nous assure la technique. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver tout sur le site de la radio, les podcasts, des chroniques DVD, la globalité de l'émission, enfin vous avez tout sur le site internet de la radio, et vous avez aussi maintenant la chaîne YouTube aussi qui diffuse l'émission. Alors au sommaire de cette émission, spécial DVD sorti, parce que voilà, on est à 4 semaines de Noël et il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors on va parler d'un excellent film britannique qui sort pour la première fois, qui s'appelle Les Professionnels de Don Sharp, à ne pas confondre avec le film de Richard Brooks. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais ça a vraiment été l'une des très très belles surprises. Sorti aussi donc d'une femme est passée de Joe Antonio Bardem. On parlera des Furies d'Anthony Mann aussi, qui sort pour la première fois chez Sidonis. On parlera des deux Sweeney qui sortent chez Macmillan, la collection de Jean-Baptiste Toré. Et puis on parlera aussi, Pierre, d'un film rare, très rare, même inédit en France. De Luigi Comencini. Voilà, qui s'appelle Senza sapere niente di lei. Voilà. C'est-à-dire sans savoir rien d'elle. J'attendais que tu dises le titre italien pour pas me frotter à ça, parce que ça me paraissait compliqué. Et on pourrait traduire ça sous quel... Sans savoir rien d'elle. Voilà, c'est ça. C'est Exactement. En revanche, le film espagnol, c'est Nunca pasa nada, c'est pas du tout Une femme est passée. Et ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Allez, ok. On va commencer donc avec le film de Don Sharp, Les Professionnels, 1959. Film britannique qui dure exactement, ouvrez bien vos oreilles, 59 minutes 60. Donc, on voit déjà à l'époque qu'on était capable de faire des films courts extrêmement efficaces. On se croirait presque dans un film noir américain des années 40. Alors, Don Sharp, c'est un réalisateur qu'on connaît pas très très bien en France, si ce n'est les amateurs de cinéma fantastique et de films d'horreur qui le connaissent un petit peu. Parce que à partir de 1963, il a appartenu à ce corpus de metteurs en scène anglais qui ont travaillé pour différents studios anglais type Hammer ou Amicus. Vous savez que depuis 1956-57 et le succès planétaire de Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher, il y a eu beaucoup de films fantastiques qui ont été tournés en Angleterre et Don Sharp a fait partie de ces réalisateurs. Sauf qu'il n'avait pas forcément le talent et le savoir-faire de quelqu'un comme Terence Fisher, John Gilling, voire Freddie Francis, mais il s'inscrit quand même dans une catégorie de petits artisans qui travaillent plutôt bien. Alors les quelques films qu'on connaît de lui, qu'on a pu voir, c'est Le Baiser du Vampire, donc avec Édouard de Souza en 1963. Vous avez Les Pirates du Diable aussi, qui était tout à fait passionnant et honnête à regarder avec Christopher Lee. Mais disons que les deux titres les plus importants de sa filmographie sont bien sûr Le Masque de Fu Manchu avec Christopher Lee, que j'avais découvert à l'époque au cinéma de quartier grâce à Jean-Pierre Dionnet, qui est loin d'être un super film, même si c'est toujours un plaisir de voir Christopher Lee grimé en asiatique. Et vous avez aussi Rasputin le moine fou, qui est pour le coup une production Hammer, encore avec Christopher Lee, un film aussi qui a eu une petite célébrité à l'époque, qui est pas mal sorti. Disons qu'il est sorti dans tout le corpus de films Hammer qui est arrivé. Mais Les Professionnels, qui tournent en 59, on est vraiment plutôt dans le début de sa carrière. Je vais rappeler aussi, comme je parle souvent de cinéma britannique, à quel point la presse et la critique française est passée à côté du cinéma britannique. On le doit d'ailleurs à des erreurs de jugement et un manque de curiosité, notamment des jeunes critiques de la nouvelle vague, et j'inclus dedans François Truffaut, Godard ou Chabrol. Il faudra vraiment attendre des revues comme Midi Minuit Fantastique ou même Positif, avec des gens comme Tavernier ou Robert Benayou pour parler un petit peu de ce qu'a été le cinéma anglais, parce qu'on ne pouvait pas réduire le cinéma britannique uniquement à la période anglaise de Hitchcock. On s'aperçoit bien quand même qu'il y a eu un certain nombre de grands metteurs en scène. Je peux vous citer bien sûr Michael Powell ou David Lean, qui ont rayonné au niveau mondial, mais surtout il y a eu une quantité extrêmement importante de films qui ont été tournés juste à l'après-guerre, on va dire, et jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire pratiquement sur trois
trois grandes décennies. Et des films qui sont absolument incroyables, quoi. On a pu en voir beaucoup grâce à cinéphiles et ciné-classiques à l'époque. Et on voit que Jean-Baptiste Torret est en train de sortir un maximum de films anglais. Le prochain de la collection sera encore un film de Harry Essex. Bon, Pierre vous a parlé de La Bête s'éveille il n'y a pas longtemps de Joseph Losey. Tous ces films s'inscrivent dans le cinéma britannique des années 50, 60, 70. Juste une parenthèse. Je pense que le désaccord sur le cinéma britannique venait de les films qui étaient diffusés en France étaient des films du genre Tueur de dames ou comme ça, qui étaient des comédies qui passaient dans les ciné-clubs et des gens un peu plus curieux en avaient ras la casquette de voir toujours les mêmes comédies anglaises avec Alec Guinness. Donc il fallait qu'une nouvelle génération, Torok, Simon et compagnie, véritablement découvre ce que le cinéma anglais avait de varié, d'original et parfois même de révolutionnaire. Révolutionnaire est un mot un peu trop fort, mais disons révolutionnaire par rapport à la mode ambiante. Exactement. En tout cas, ce film de Don Sharp, Les Professionnels, nous réjouit d'entrée. Alors, ça va reprendre un thème qui est un thème extrêmement britannique, j'ai envie de dire, même si bien sûr le film de casse, il y en a eu partout, hein. En France, aux États-Unis, on peut penser à des films fantastiques comme Quand la ville dort de John Huston. Mais c'est vrai que les Anglais aiment ça. Il y en a eu pas mal qui ont été faits. Je peux citer des films comme Hold Up à Londres de Basil Dardenne. Il y a eu 3 milliards d'un coup de Peter Yates. Enfin, il y en a eu un certain nombre. Même Gérard Rouy en a fait une parodie un petit peu avec Le Cerveau. Enfin, c'est un thème, le braquage de banque, qui est vraiment récurrent dans le cinéma. Alors, ce film, en fait, se décompose en 3 tiers extrêmement importants. Nous allons suivre l'histoire d'un homme qui sort de prison, qui est interprété par William Lucas. Il sort de prison, il vient d'effectuer une peine assez longue, il retrouve sa femme, et sa femme espère une seule chose, c'est qu'il raccroche définitivement. Lui, il a des objectifs de raccrocher, il a envie de se marier, il a envie d'une vie nouvelle. Sauf que, comme beaucoup de braqueurs ou de casseurs, il est instinctivement repris souvent par l'adrénaline que peut procurer ce genre d'opération, et qu'il va petit à petit retomber dans l'envie de faire le dernier coup, le dernier grand coup, celui-ci qu'on a souvent entendu, celui-ci dont parlait Sterling Hayden dans Quand la ville dort. Donc, cette première partie va voir donc cet homme sortir, retrouver sa femme et être de nouveau en contact avec des anciens complices qui vont lui apporter un coup infaillible, le coup absolument infaillible qui va rapporter gros. La seconde partie du film, qui est certainement la plus passionnante et la plus incroyable en termes de mise en scène, parce qu'elle est quasiment muette, et ça nous fait penser à plein de choses, ça dure à peu près un quart d'heure, c'est le moment où ils vont effectuer le casse. À partir du moment où ils vont rentrer dans les égouts jusqu'au braquage, là, on voit vraiment le savoir-faire de Don Sharp, avec une économie de moyens dans la mise en scène et surtout un silence absolu, avec un son direct. On entend vraiment tous les petits bruits que peuvent faire ces 4 casseurs. Et c'est une scène incroyable. Et je me dis toujours que c'est une idée qui a été reprise maintes et maintes fois. Pensez au Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, par exemple, quand Delon et Montand font le casse dans la bijouterie Place Vendôme. C'est pareil, c'est un silence absolu. Enfin, vous l'avez, ce thème, cette façon de filmer le casse qui peut revenir dans plusieurs films importants. Et puis, vous avez une partie finale que je ne vais pas totalement dévoiler, parce que si vous allez découvrir le film, vous verrez bien, mais qui est souvent fatale aux braqueurs. Voilà. Donc, vraiment, vous avez un film qui est ultra radical dans sa forme, extrêmement court et qui va vraiment à l'essentiel, jusqu'à l'os, comme disait notre ami Tavernier.
Et dedans, vous retrouvez aussi le personnage d'un inspecteur de police qui va enquêter, qui est un petit peu l'égal du casseur, qui a une tête bien britannique, avec du côté un petit peu italien. Et c'est vrai que Jean-Baptiste Torre, dans l'excellente présentation qu'il fait du film, il dit que l'acteur ressemble à Pietro Germi. Pietro Germi qui a été comédien aussi avec sa moustache. Et c'est vrai qu'il a un petit côté Pietro Germi. Voilà, donc ce film, je vais remercier bien sûr Jean-Baptiste Torre qui a eu la bonne idée d'aller dénicher cette pépite dans les stocks de Canal+. Je vous rappelle que Canal+ avait acheté un nombre important de films qui appartient au cinéma britannique. Ils avaient acheté des catalogues entiers, donc ça nous permet de voir ces films sortir. Et d'ailleurs, comme je vous disais récemment, mais je vous le dirai tout à l'heure, il y en a un autre qui va sortir de Harry Assex qui s'appelle I, the Jury, film policier aussi, qui sortira dans les collections Macmillan là dans quelques semaines. Et il a annoncé aussi, je vous le dis puisque j'ai les infos, il y a La Faille de Peter Fleischmann qui va sortir avec Michel Piccoli, qui est un film assez rare avec une excellente BO de Morricone. Et puis un chef-d'œuvre du cinéma italien, Pierre, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. À l'époque, il était sorti en VHS, un Giuseppe De Santis qui s'appelle Pâques sanglant. Ah bah oui, c'est le plus célèbre des films de De Santis. Voilà, qui sortira lui aussi dans la collection de Mike Mayday. Et dans les bonus, je vous l'ai dit, il n'y a que Torre. Il n'a pas fait intervenir quelqu'un d'autre. Bon, peut-être compliqué de parler du cinéma anglais. Je me dis souvent, mais je ne sais pas où ils en sont, que Raymond Lefebvre et Roland Lacourbe, qui ont écrit ce livre extraordinaire, 30 ans de cinéma britannique, pourraient des fois intervenir, mais à mon avis, soit ils sont à la retraite définitive ou ils ont un grand âge qui fait qu'on les voit pas, mais c'est vrai que ça manque un petit peu, mais le père Torre s'en sort quand même toujours très bien. Allez, on continue, Pierre, et on va parler de Juan Antonio Bardem. Oui, alors Juan Antonio Bardem est un metteur en scène espagnol, comme on s'en doute. C'est d'ailleurs l'oncle de l'acteur. Et il s'est surtout révélé au début des années 50 en faisant, en collaboration avec Berlanga, des films qui ont marqué l'époque parce que c'était des films qui étaient ouvertement anti-franquiste. Et c'était pas évident de faire des films réalistes, inspirés par le néoréalisme italien dans l'Espagne franquiste de l'après-guerre. Et on se rend compte, en redécouvrant ces films, aujourd'hui, quel a été le courage de tels réalisateurs de montrer, alors qu'il y avait le regard de la censure qui était toujours là, ce qu'était l'Espagne réelle, une Espagne qui était sous un couvercle à la fois religieux, politique, militaire. C'était l'Espagne franquiste de l'après-guerre. Et c'est pour ça que le titre du film, qui est en français, est « Une femme est passée », on pense à Un homme est passé de John Sturges, le film américain, mais ce n'est pas un très bon titre. Il vaut mieux garder le titre du film en espagnol, qui est Nunca pasa nada, c'est-à-dire il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien dans cette petite ville qui est dans le nord de l'Espagne, où est tourné le film, et où débarque, si je puis dire, une comédienne qui est dans une tournée, qui a eu un problème d'appendicite et qui doit être soignée par le docteur du coin. Et cette comédienne apporte une liberté, un désordre, un autre style de vie qui est en parfaite contradiction avec le train-train de cette vie espagnole dans une petite ville qui est complètement coincée, complètement sous le regard d'une censure permanente venant de tout ordre, et avec surtout des commérages, c'est-à-dire que cette actrice qui est interprétée par Corinne Marchand, j'y reviendrai tout à l'heure, apporte là, la vie réelle, alors qu'on a l'impression que tout est sous une sorte de couvercle, que tout est sombre, que tout est noir. Et c'est très habile qu'un réalisateur espagnol ait pu tourner ce film, non sans difficulté, semble-t-il, parce que je rappelle ce qu'avait été avant la carrière de Bardem. Il s'est signalé au niveau international avec Mort d'un cycliste en 1955. Ensuite, il a réalisé d'autres films qui sont des films très courageux quand on regarde un peu près. C'est Grand Rue, c'est La Vengeance, c'est Sonatas, c'est À la Cinque de la Tarde, qui est plus tard quelque chose sur la tauromachie. La carrière de Bardem
est moins intéressante après, dans la fin des années 60, des années 70. On a l'impression que des choses ont changé en Espagne. Lui est certes respecté, a un rôle important, mais il n'est plus tellement dans la course. Et il le sera encore moins après la mort de Franco. Ce qui n'empêche pas qu'il est révéré, qu'il aura plus tard un Goya d'or et tout ce qu'on veut. Mais la vraie carrière importante de Bardem, c'est les années 50-60. Alors, je reviens sur cette histoire. Donc, cette comédienne française, qui est interprétée par Corinne Marchand, qui s'appelle Jackie, est là dans ce village. Elle est blonde, elle est belle, elle est entourée d'hommes qui la regardent en tirant la langue, si je puis dire, en se disant qu'est-ce qui va se passer. Et véritablement, elle apporte le désordre à la fois dans la vie de ce chirurgien qui la soigne et qui tombe amoureux d'elle, alors qu'il est marié avec une femme qui, elle aussi, a envie de liberté, a envie de vivre sa vie de femme, mais qui, pour être bien dans le village, est obligée d'aller à la messe comme tout le monde et de mener la vie la plus réglée qui soit, et qui elle-même, donc l'épouse du chirurgien, est amoureuse incontestablement. Elle rêvait quand elle était jeune de faire du théâtre. Elle est amoureuse d'un professeur qui est un professeur de français, qui lui est un petit peu niais, mais il tombe amoureux lui aussi de son côté. Donc on a toute cette histoire où à partir de deux couples, 4 rôles principaux, il y a à la fois une approche très fine, très sévère de la réalité espagnole, et un film qui, à l'époque, a été mal accueilli, mais avec du recul, on se rend compte que c'est véritablement un très grand film. Il semble d'ailleurs que ce soit l'un des films préférés de Bardem lui-même. Alors, dans l'interprétation, il y a, comme c'est une coproduction franco-espagnole, 2 acteurs français, Corinne Marchand, qui venait de tourner Cléo de 5 à 7, qui à l'époque est une actrice dont on attendait beaucoup et dont, hélas, la suite de la carrière a été plus hésitante, très bien dans ce rôle-là. Il y a également, dans le rôle du professeur espagnol, doublé bien sûr Jean-Pierre Cassel. Alors là, c'est assez curieux comme distribution, mais il est bien, Cassel. C'est un rôle pour lui, à cette époque-là, assez inhabituel. Il a surtout tourné avec De Broca, il fait tout à fait autre chose. Et du côté espagnol, 2 grands acteurs espagnols de l'époque, c'est Antonio Casas, qui est le personnage d'Henry, qui est le chirurgien. Antonio Casas est un acteur célèbre en Espagne, et là, il a un rôle qui est un rôle très important. Et le rôle de son épouse, c'est également une actrice espagnole qui s'appelle Julia Gutiérrez Caba, qui est très très bien dans ce rôle-là. Donc c'est véritablement un film à redécouvrir, c'est important, et on se rend compte en voyant ce film de ce qu'était véritablement l'Espagne en 1963, puisque le film date de 1963. J'ajoute qu'il y a une présentation qui est faite par Bernard Payen, qui est très bien faite, très correcte. Merci infiniment, Pierre. Et ça sort chez Tamassa. Et ça sort chez Tamassa en Blu-ray. Exactement. Allez, on va écouter tout de suite un morceau de Lalo Schifrin.
Eh bien voilà, on a écouté Lalo Schifrin et un morceau assez méconnu de Lalo Schifrin, puisque c'est un morceau qu'il y a dans le film Tuer Charlie Varek de Don Siegel, 1973. Alors, je voulais passer parce que vous retrouvez ça dans le coffret absolument extraordinaire qu'a sorti Stéphane Le Rouge dans sa collection Écoutez le cinéma. Un coffret qui comprend 17 CD, qui va de 1955, début de la carrière jazz de Lalo Schifrin, jusqu'à 2017, les derniers travaux qu'il a faits. Je vous rappelle qu'il est mort il n'y a pas longtemps, on en avait parlé longuement et on continue à découvrir le catalogue Lalo Schifrin parce qu'il a beaucoup composé pour le cinéma dans les années 60, 70, voire même 80. Donc ce coffret est incroyable parce qu'il y a plein de choses. D'ailleurs, je repasserai d'autres morceaux. Il y a un livre aussi dedans qui fait 40 pages avec des entretiens. Voilà, c'est vraiment un objet absolument magnifique. Ce serait un beau cadeau de Noël pour ceux qui aiment et qui veulent découvrir l'œuvre absolument extraordinaire de ce grand compositeur argentin qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Allez, on continue avec l'actualité des DVD. On revient à la collection Mac My Day de Jean-Baptiste Torres chez Studio Canal et on va parler de Sweeney. Voilà. Sweeney 1 et Sweeney 2, voilà. Ça fait peur comme ça sur le papier, qui est en fait une adaptation d'une série populaire en Angleterre qui s'appelle Regan, qui est le nom d'un des inspecteurs, qui a été diffusé entre 75 et 78, et un peu en France aussi, moi je n'ai jamais vu, qui avait 4 saisons, 52 épisodes. Nous en France on connaît surtout Amicalement Vôtre, Je sais pas comment les bottes de cuir, le 5, qui ont eu droit, pas pour Amicalement Vôtre, à des adaptations au cinéma tardivement dans les années 90, pas Amicalement Vôtre. Et ce Sweeney qui donne le nom en fait vient du tueur en série imaginaire fictif Sweeney Todd, qu'on connaît surtout ici en France par l'adaptation de Tim Burton. Il y a eu beaucoup d'adaptations à Broadway, tout ça. Donc c'est le nom qu'on donne aussi à la Brigade volante, qui est l'autre titre du film Sweeney. Et qui est en fait la volonté des studios, suite au succès de la télé, d'en faire 2 longs métrages. Enfin, un premier long métrage, suite au succès du premier, ils ont entamé la production du second. Et voilà, de passer de 52 minutes à 1h30 jusqu'à 1h50. Donc, on le sent d'ailleurs, cette volonté d'étirer le film, la série, je dirais. Et c'est aussi peut-être la faiblesse, moi, je trouve, de ces 2 films. C'est-à-dire que par moments, les scénaristes savent pas trop quoi raconter, où aller. Et du coup, les 2 films deviennent par moments un peu lents, confus. Ça manque d'aller à l'essentiel, je trouve. Le premier film, en fait, on suit je disais Regan, ce fameux inspecteur joué par John To qui a joué aussi à la télé. Pour certains, peut-être connaissent déjà, il a fait l'inspecteur Morse à la télévision, ou la Cavana aussi, qui étaient des séries très populaires en Angleterre et même en France. Et puis Dennis Waterman qui joue le rôle de Carter, son acolyte, de policier aux méthodes un peu brutales, un peu porté sur la bouteille, dragueur invétéré aussi. D'ailleurs, ça donne des situations des personnages un peu masochistes comme ça, avec des dialogues qui aujourd'hui, je sais pas si ça passerait encore, je dois dire. Donc, c'est pour un peu caractériser ces 2 personnages. Et dans le premier film, La Brigade volante, il y a un complot politico-industriel autour du pétrole et on va essayer de faire chanter un premier ministre anglais joué par Ian Bannon. Alors Ian Bannon, son visage parlera à tout le monde pour ceux qui ont vu énormément de films britanniques. On l'a vu dans La Colline des Hommes Perdus, Le Vol du Phénix, The Offense, des choses comme ça. Et très récemment, il y a une trentaine d'années dans Braveheart. Voilà, donc c'est un acteur au visage très connu, même si on ne met pas toujours le nom dessus. Et il est proche d'une prostituée qui va être assassinée. Et le Mac de cette dame va faire appel à l'inspecteur qui a des accointances avec Regan pour mener l'enquête parce qu'il pense que c'est pas normal, elle s'est pas suicidée, on l'a assassinée. Et il va mener l'enquête et il va rentrer avec son acolyte Carter dans une obscure machination, voilà, autour du pétrole. Le mania, lobbyiste, on ne sait pas trop, service secret, joué par Barry Foster. On le connaît surtout par Frenzy, formidable film de Hitchcock. Et puis on l'a vu dans beaucoup de films anglais, comme on a parlé récemment, que ce soit Dunkerque de Leslie Norman ou Robbery de Peter Yates, aussi qu'on avait chroniqué ici dans la collection Make My Day. Donc un acteur formidable qui joue ici un homme très étrange qui est machiavélique, voilà, et qui est parfaitement campé par Barry Foster. Voilà. Et donc, on va suivre, bon an, mal an, cette enquête. On sent, comme je disais tout à l'heure, ça dure 1h25, 1h28, mais que parfois,
entre le 52 minutes de la série et là, c'est que, comme je dis, ils savent pas trop où aller. Et derrière, on est un peu perdu, par moment, dans le film, parce que je trouve que ça manque de rythme, même si les scènes, par exemple, comment dirais-je, de violence, puisque c'est vrai qu'à la télé, ils étaient un peu censurés. Là, ils ont voulu mettre un peu plus de violence, voire de sexe, un peu gratuitement parfois, mais on sent cette velléité de faire un film plus punchy, plus rentre-dedans, ce que la télé ne permettait pas de faire. Effectivement, les scènes d'action sont plutôt, on est un peu dans la French Connection, dans la façon caméra rapportée, brutale, sèche comme ça, la violence. Mais bon, c'est parcimonieux comme ça. Je trouve que voilà, ça est étiré, même si au final, le film, peut-être par rapport à la série que je ne connais pas, on est peut-être plus calibré. Il y a une finale qui reste un peu ouverte, un peu déceptive et par rapport à la fin de cette enquête qui n'est pas vraiment totalement résolue. Voilà. Donc ça mène un côté un peu ambivalent, un peu d'ouverture sur la suite. Mais en tout cas, les acteurs sont très bien. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que voilà, ça manque de rythme. Et c'est le cas du deuxième aussi, qui est sous-titré Le gang de la terreur arrive, qu'on est sur un sujet plus classique de braqueurs de banque. Donc assez violents. Hein, ils sont même prêts à tuer pour voler de l'argent ou des bijoux. Et John Doe, donc Reagan et Carter, vont de nouveau mener l'enquête quelques années après. Pareil, là, ça commence plutôt bien. Je trouve que là, on va dans le cœur du sujet, vif, alerte, tout ça. Et puis après, on brode avec les personnages notamment de l'inspecteur qui est seul, qui a divorcé, qui essaie de draguer des filles, qui n'y arrive pas, qui boit pour un peu oublier ses échecs, tout ça. Donc ça ralentit l'intrigue. Mais dès qu'on revient sur l'enquête classique, je dirais, de pourchasse, de chasse des voleurs, des braqueurs, tout ça, c'est plus intéressant. Et puis aussi, ce qui est plus intéressant, c'est quand ils s'attardent justement sur ces braqueurs qui vivent à Malte avec leurs femmes, dont on sent ces femmes, elles savent ce qu'ils font, mais il y a toujours cette peur que les maris ne reviennent pas et tout ça. Et ils s'attardent beaucoup sur les personnages féminins, et notamment sur le dernier plan du film, que je trouve plutôt intéressant. Alors, c'est réalisé par des réalisateurs que je ne connais pas. Le premier par David Weeks, le deuxième par Tom Clegg, qu'on fait essentiellement de la télé, j'imagine. Voilà, donc moi, je pense c'est une volonté de surfer sur le succès de la télé pour faire des succès au cinéma. Et je crois que ça a marché en Angleterre, en France. C'est sorti en catimini, je pense. Ça n'a pas dû très bien marcher. Voilà, Jean-Baptiste Toré souhaite les sortir, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il a acheté un catalogue Studio Canal anglais assez important. Même Toré, dans sa présentation, elle est très courte par rapport à David, parce que je pense qu'il ne sait pas quoi en dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait, en soi. Il y a des moments sympas dans le film, de par les acteurs, certaines situations, mais c'est vrai que, malheureusement, c'est dur à... Il est tout seul, il n'y a pas d'autres intervenants. Non, il y a un bonus dans le premier, c'est un historien et critique, Nick Abrahams, anglais, qui revient sur l'histoire de Sweeney et tout ça. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas trop de matière à analyse, en fait, par rapport à d'autres films. Et quand on connaît la qualité analytique de Toré, là, il ne dit pas grand-chose. Parce que c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je pense que c'est un problème de vouloir faire une adaptation cinématographique de séries à succès et qui là, comme je dis, brode. Enfin, souvent, il brode et on s'ennuie un peu. Moi, personnellement, je me suis souvent ennuyé dans les deux parce que voilà, ça manque de rythme. Voilà, ça manque d'aller à l'essentiel. Donc voilà, il y a eu un remake, parce que comme quoi c'est populaire, en 2012 avec Ray Winstone, un acteur anglais qu'on a vu notamment dans plein de films, dans Beowulf notamment, qui est un acteur très imposant physiquement. Donc voilà, il y a eu une nouvelle adaptation en France, je crois que c'est sorti, mais pareil en catimini, qui a peut-être mieux marché en Angleterre. Donc voilà, c'est une curiosité, hein, on peut dire ça. C'est vrai que dans la collection Make My Day, il y a toujours des films un peu ou des séries assez curieuses, mais c'est un peu ce qu'on lui demande aussi à Jean-Baptiste Toré, hein, de sortir des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir. Inégal, hein, je dois le dire, mais voilà, par les acteurs, notamment John Doe, qui a joué aussi chez Richard Attenborough dans Chaplin ou Cry Freedom, par exemple, mais qui a plutôt une carrière de télé, hein, avec l'inspecteur Morse, qui était un grand succès télévisuel. Donc voilà, allez-y quand même, hein, si vous soutenez Make My Day. Non, puis pour découvrir un cinéma britannique, comme tu disais, qu'on ne connaît pas toujours très bien. Voilà, et puis ça permet de se replonger dans les années 70 anglaises, fin 70 anglaises. Voilà. Ok, merci Frédéric. Allez, on va parler d'un grand film, d'un très 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 grand film, voire même un chef-d'œuvre. Hein, on peut prendre le terme sans problème. C'est Les Furies d'Anthony Mann. Certainement son western le moins connu des amateurs d'Anthony Mann. Bon, Anthony Mann, on le connaît bien.
on le défend depuis très longtemps, la presse française le défend depuis très longtemps, hein, que ça soit les cahiers ou Positif. Il y a d'ailleurs dans le petit livret qu'ils ont sorti, Sidonis, un entretien d'Anthony Mann qui avait été réalisé en 1955 pour les cahiers par Claude Chabrol. Et Anthony Mann, c'est un metteur en scène qui, à mon avis, très aimé, très connu des cinéphiles, mais qui n'a peut-être pas encore une popularité, notamment, qui mériterait. On a du mal à le mettre à l'égal de certains grands metteurs en scène qu'on a tendance... Moi, Anthony Mann, je le mettrais à l'égal de Howard Hawks. Hein, j'ai pas peur de le dire, en déplaise à certains. Mais pour moi, Anthony Mann, il a fait tellement de chefs-d'œuvre et tellement de grands films qui mériteraient d'être autant reconnu en France qu'un type comme Howard Hawks. Alors, les amateurs le connaissent déjà pour ses films noirs. Hein. Il en a réalisé 8 en 2 ans, entre 47 et 49. Je parle de cette période-là parce qu'elle a été extrêmement importante dans la carrière d'Anthony Mann, dans la façon de raconter des histoires, dans la façon de filmer, aidé par un génie qui s'appelait John Alton, le grand chef opérateur d'origine hongroise, qui a su apporter vraiment les éclairages absolument fantastiques qu'il fallait à ce genre de petit B-movie qui était tourné avec une efficacité redoutable, un sens du rythme, des acteurs absolument super, souvent en extérieur. Ça nous rappelle un peu toujours la nouvelle vague, mais oui, on faisait déjà des films en extérieur, même aux États-Unis dans les années 40. Et cette période a été extrêmement importante dans la façon qu'avait Anthony Mann de se construire cinématographiquement parlant. Les Furies, c'est vraiment une rupture dans sa carrière, c'est une date charnière, c'est une espèce de basculement, puisque il va faire La Rue de la Mort pour la MGM en 1949, et il va tout de suite derrière entamer avec 3 westerns en 1950. On est au pic de la production de westerns aux États-Unis, donc 3 westerns qui sont 3 chefs-d'œuvre absolus, puisqu'il va faire La Porte du Diable la même année avec Robert Taylor, grimé en indien, mais ça fonctionne, qui est lui aussi un film produit par la Metro-Goldwyn-Mayer. Il va faire Winchester 73, qui va être le premier western, donc produit par Universal, premier western qu'il va faire avec James Stewart. Je rappelle qu'il y aura tout un corpus de films qu'ils vont faire ensemble. Ils vont en faire 8 ensemble, dont 5 westerns absolument génial. Et puis il tourne ce film qui s'appelle Les Furies, qui est peut-être le moins connu de ces westerns, dans un noir et blanc absolument sublime, et qui est un western typiquement, j'ai envie de dire, shakespearien, puisque ça va être le conflit d'une rare violence entre une fille qui est jouée par Barbara Stanwyck, elle s'appelle Vince Gifford, et son papa qui est joué par Walter Huston. Walter Huston, père de John Huston, qui a été un acteur absolument génial, hein. Si vous n'avez pas vu Le Trésor de la Sierra Madre de son fils, d'ailleurs, John Huston, c'est absolument à découvrir, mais vraiment grand acteur que ce Walter Huston. Donc, ce film, qui est tiré d'un livre d'une nouvelle de Nivenbush. Alors, Nivenbush, je m'arrête 2 minutes sur lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été important. Ça a été un auteur qui a été beaucoup adapté au cinéma, et ça a été aussi un grand scénariste. Je ne vais pas vous citer tous les films dans lesquels il a travaillé, mais pour vous donner un petit peu le ton de sa façon d'écrire ses personnages, c'est lui qui a fait Le Facteur sonne toujours 2 fois, le film de T. Garnett, notamment avec John Garfield. C'est lui qui a signé aussi le script de Duel au soleil, ce grand western en couleur baroque, notamment avec Gregory Peck. Et puis un autre western qui fait penser beaucoup aux Furies, parce qu'il y a ce mélange des genres entre le film noir et le western, c'est La Vallée de la peur, qui tourne avec Robert Mitchum, signé Raoul Walsh à la même époque. Alors, ce western va donc nous raconter l'affrontement absolument terrible entre une fille et son père, hein. Je pense que c'est le sujet principal du film, puisqu'en fait Walter Huston, qui s'appelle Tom Paul Jenford dans le film, est propriétaire d'un immense ranch et de terrain par milliers d'hectares au Nouveau-Mexique.
Et il règne en maître sur sa propriété, à côté de ses enfants, sa fille et son fils. Et alors déjà, très intéressant de voir que le fils est très effacé par rapport à sa sœur, qui, elle, est vraiment un garçon manqué, un personnage absolument dominant, forte, qui monte à cheval, qui sait donner des ordres aux hommes. Personnage, d'ailleurs, qui va beaucoup influencer Samuel Fuller quand il tournera 40 tueurs quelques années plus tard, puisqu'il va confier le rôle principal à Barbara Stanwyck. Donc on voit très bien une similitude entre les deux personnages. Il faudra un jour s'arrêter longuement sur Barbara Stanwyck, mais elle aussi, Barbara Stanwyck, immense comédienne qui savait tout jouer, qu'il faut vraiment réévaluer de manière très forte en France. On parle souvent d'Ava Gardner ou d'actrices comme ça, de Rita Hayworth, mais Barbara Stanwyck, elle était extraordinaire dans un nombre incalculable de films qu'elle a tournés. Donc en fait, ce personnage de Tom Jenford, qui est joué par Walter Huston, il va faire un voyage à San Francisco, qui est le nouveau lieu à l'ouest où il faut se montrer et où il faut être, et il va revenir avec une nouvelle conquête qui est jouée par une actrice qu'on adore, qui s'appelle Judith Anderson. Alors Judith Anderson, vous l'avez vue dans Rebecca, c'est elle qui joue dans Rebecca d'Alfred Hitchcock, juste pour vous la resituer. Femme au visage un petit peu ingrat, rigide, qui est absolument sublime. Et cette nouvelle conquête, donc, va devenir sa femme, ce qui va rabattre un petit peu les cartes par rapport à la succession du ranch et qui va mettre le personnage de Barbara Stanwyck dans une colère immense, au point où elle va défigurer sa belle-mère dans une scène absolument sublime dans le film, qui est un moment génial, avec des dialogues absolument géniaux aussi, parce que le film est extrêmement bien écrit par Niven Bush. On le voit dans la qualité des dialogues qui n'ont rien à voir avec des dialogues un petit peu lambda qu'on peut retrouver dans certains westerns de l'époque qui étaient tournés, je vous rappelle, en quantité astronomique. Voilà, donc ce western est à la fois un film noir, un drame familial et aussi un film sur les rapports conflictuels entre un père et sa fille. Le tout baigné dans une mise en scène absolument superbe. Il n'y a rien à jeter, il n'y a pas un plan de travers. C'est extrêmement bien cadré, filmé au sens du rythme. Le rapport à la nature qui va devenir la marque de fabrique de Anthony Mann dans les westerns, notamment, qu'il va faire avec James Stewart, est absolument superbe. Il y a des seconds rôles géniaux dans le film, notamment Gilbert Roland, Thomas Gomez, qu'on a déjà vu, Wendell Corey, personnage absolument antipathique, qui joue un conquérant, enfin un homme qui va tomber plus ou moins amoureux de Barbara Stanwyck dans le film, qui est absolument sublime aussi. Enfin, il n'y a absolument rien à dire. Je l'avais vu il y a très longtemps, moi, ce film, parce qu'il était passé à la télé il y a très très longtemps. Il était resté invisible très longtemps et ça a été un vrai plaisir. Vous l'avez vu tous les deux, j'espère, messieurs. Oui. De le redécouvrir. Alors, il y a un petit livre de Jean-François Giré. Alors, il y a Jean-François Giré et Olivier Père qui présentent le film. Bon, c'est du travail, c'est correct, honnête. Ça manque de vie quand même dans les bonus. J'ai vu que, d'ailleurs, il rappelle Noël Sim Solo. Et moi, j'ai vu un autre western qui va sortir avec un bonus de Sim Solo. On peut ne pas l'aimer, Sim Solo. Mais au moins, les bonus sont beaucoup plus vivants. Là, effectivement, on a beaucoup de regrets de ne pas avoir un Bertrand Tavernier. Je relisais la notice qu'il a écrite dans son bouquin 50 ans de cinéma américain, où il couronne le film de tous les éloges possibles, qui manquent un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, on ne va pas réécrire l'histoire. Dans le bouquin, en tout cas, vous avez un entretien d'Anthony Mann qui est très précieux. Et puis, je vous invite à lire le livre de Messiaen, qui était sorti dans les presses universitaires à l'époque, sur Anthony Mann. Il manquerait un gros livre sur Anthony Mann, un vrai travail sur Anthony Mann, au mieux de ressortir un énième bouquin sur Orson Welles ou Hitchcock, ou Fritz Lang. Ou François Truffaut. Ou François Truffaut, mais ça, t'étais pas obligé de le dire, espèce de traître. Voilà, il faudrait un vrai travail sur Anthony Mann. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est temps de le mettre là où il mérite d'être, c'est-à-dire tout en haut des plus grands metteurs en scène américains, et notamment des plus grands metteurs en scène de western. Donc découvrez ce film absolument génial qui sort chez Sidonis en Blu-ray et en DVD.
Allez Pierre, il nous reste largement le temps de parler d'un autre film assez passionnant, c'est le film de Luigi Comencini. Oui, alors Luigi Comencini, longtemps sous-estimé, c'est-à-dire on pensait que c'était un cinéaste de deuxième niveau, de qualité, mais qui n'était pas un grand cinéaste. Et ça tient à ses premiers films, par exemple la série Pain, Amour et Fantaisie, Pain, Amour et Jalousie. C'était la bonne comédie italienne, mais ça n'allait pas tellement plus loin. Et puis petit à petit, Comencini a pris sa place dans le cinéma italien, d'abord en apparaissant comme l'un des grands réalisateurs de comédie à l'italienne, et petit à petit en faisant aussi des films de plus en plus personnels. Alors on a souvent pensé que c'était le cinéaste de l'enfance, on pense à Pinocchio par exemple qu'il a tourné, ou L'Incompris, ou également Casanova, un adolescent à Venise, mais Comencini a aussi fait des films beaucoup plus personnels, beaucoup plus dérangeants, beaucoup plus, ambitieux. Et je pense par exemple à La Ragazza di Bube, qui était un film tourné dans les années 60, qui était un film très intéressant. Je pense par exemple à Le Grand Embouteillage, qui était aussi un très grand film plus tardif. Je pense à L'Argent de la Vieille, bien sûr. Il a fait, à mon avis, le seul ou l'un des très rares grands films d'opéra, c'est La Bohème, alors que les autres sont, y compris celui de Losey, beaucoup plus discutables. Donc Comencini est aujourd'hui réévalué à juste titre. Alors, Senza sapere niente di lei, c'est-à-dire le film qui sort chez Camélia, la traduction française c'est Sans rien savoir d'elle, est un film qui avait été mal accueilli en Italie, qui n'était pas sorti à ma connaissance en France à l'époque, et qui n'est ressorti que depuis peu en salle. Et c'est un film qui, incontestablement, est déroutant. Il est déroutant par son sujet même, c'est-à-dire c'est une enquête policière, apparemment, et on sait que Comencini était un grand admirateur d'Hitchcock, où un avocat d'une compagnie d'assurance est amené à aller voir d'un peu plus clair dans des histoires de famille très compliquées où une femme, c'est la famille Mancuso, la mère est décédée. A-t-elle été assassinée? On ne le sait pas vraiment. Il y a des héritiers qui essaient de se partager le magot qui a été laissé, mais il y a également une fille, c'est l'héroïne de ce film, qui s'appelle Cynthia, qui a tout quitté, qui mène une vie tout à fait en marge. Elle a même posé nue pour une revue italienne de séries grand public de l'époque. Et donc, c'est un petit peu le mouton noir dans cette famille. Et petit à petit, l'avocat la recherche, se rapproche d'elle et entretient une liaison avec elle. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution de ces rapports entre l'avocat qui avait une vie bien rangée, pas tellement glorieuse, vivant avec une collègue de travail, avec cette fille qui est une fille qui est incompréhensible, c'est-à-dire elle a des côtés fille de la bonne bourgeoisie, mais elle a également un côté beaucoup plus libre dans ses attitudes. Donc c'est toute l'histoire du film, c'est non pas seulement une enquête policière dont on ne connaîtra jamais véritablement la réalité, ça reste dans le flou, mais c'est comment petit à petit deux êtres se rencontrent, s'opposent, s'entendent, et c'est tous ces rapports très complexes qu'il peut y avoir entre les deux. Alors c'est très bien joué par deux acteurs, un Français, c'est Philippe Leroy-Beaulieu, et une Italienne, Paola Pitagora. Alors, quelques mots de Philippe Leroy-Beaulieu. Il est connu pour avoir tourné dans Le Trou, le film de Jacques Becker, ce qui a lancé sa carrière. Mais après, il a fait une carrière presque entièrement, une trentaine de films, semble-t-il, en Italie. Oh, même plus. Où il était reconnu, et reconnu comme une sorte d'acteur viril, présentant bien. Et là, justement, dans le film de Comencini, on voit que sous ce côté très machiste, si apparent, il y a une sensibilité, une finesse, des hésitations. Il y a une très bonne composition faite par Philippe Leroy-Beaulieu.
pour le rôle de Cynthia, c'est-à-dire l'héroïne du film, c'est une actrice italienne qui n'a pas fait peut-être une très grande carrière, mais qui est très intéressante dans ce film, qui était voulu par Comencini, qui s'appelle Paola Pitagora. On l'a connue en France dans quelques films. Par exemple, c'est elle qui tournait dans Les Assassins de l'Ordre de Marcel Carné. Mais bon, ça n'a pas marqué véritablement sa carrière. Elle a également fait Les Compagnons de la Marguerite. Mais sa carrière est surtout une carrière en Italie, au théâtre, à la télévision. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les compléments du film, il y a 3 entretiens. Un entretien avec Paola Pitagora qui revient justement sur sa carrière qui n'a pas été tout à fait ce qu'elle aurait souhaité. Elle aurait aimé tourner dans des rôles plus légers, plus bouffes. Ça n'a pas été le cas, mais elle a quand même eu une bonne carrière. Il y a également un entretien avec Francesca Comencini, la fille de Luigi Comencini, qui dit qu'elle a découvert elle-même ce film et qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle dit tout le bien qu'on peut en penser. Et puis, il y a l'interview également de la fille de Philippe Leroy-Beaulieu, qui est une comédienne, Philippine Leroy-Beaulieu, qui revient un petit peu sur la carrière de son père. Donc voilà, typiquement, un film qui est un film qui n'est pas peut-être totalement réussi, qui n'est pas un film grand public, mais qui est un film extrêmement subtil et où, je pense, toute l'intelligence, toute la sensibilité de Comencini peut être présente et peut se comprendre. Donc voilà, le film sort et il y a DVD. Et il y a la sublime musique d'Ennio Morricone. Bien entendu, il y a la musique de Ennio Morricone qui est un incontournable du cinéma italien. Et qui joue son rôle à merveille dans ce film. Il sait parfois être discret. Voilà, et elle sait diffuser, tamiser comme ça l'ambiance du film. Absolument. C'est un film d'ambiance, c'est un film intelligent, tourné à Rome en studio, ainsi qu'à Milan et à Livourne en extérieur, à découvrir de toute façon. Merci beaucoup, Pierre. Allez, il me reste quelques minutes juste pour vous annoncer que Carlotta va sortir l'année prochaine un dialogue. Enfin, ils s'y mettent aussi avec La Tarentule au ventre noir de Paolo Cavara, qui est génialissime, avec Claudine Augier, pour ceux qui ne l'auront jamais vu, mais ça va être une sortie absolument géniale. Et que la très bonne nouvelle aussi que je vous annonce, c'est que Artus Film, on va en parler bientôt avec Bigis Luna, avec notamment Maxime Lachaud qui a travaillé sur ça, continue son travail sur le réalisateur Eloy de Iglesia. On avait vu une expo ensemble, Pierre, à Saint-Sébastien, et qui est un cinéaste méconnu et qu'il faut absolument découvrir, qui a fait des films passionnants. On va se quitter avec Lalo Schifrin. Je vais vous remercier, messieurs. Remercier bien sûr Manu qui nous a fait la technique, Julien aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Radio Radio. Bonne semaine à vous.